Bonjour et bienvenue dans cette mini-conf consacrée à la découverte de la science qu'est la géomythologie. Mais qu'est-ce donc que la géomythologie? Alors avant d'aller plus loin, je vous propose un petit jeu. Voici 4 photos de paysages. Saurez-vous découvrir de quel lieu il s'agit? Alors je vous laisse pas plus longtemps, on a la Devil Tower aux États-Unis, la Chaussée des Géants en Irlande, l'Etna en Sicile et le sanctuaire de Delphes en Grèce. Mais quel est donc le point commun entre tous ces lieux? Ils racontent tous des histoires. La Devil Tower, elle montre des griffures d'un ours géant. La Chaussée des Géants, elle présente les vestiges d'un passage construit par des géants. L'Etna, c'est le lieu où Héphaïstos a installé sa forge pour y fabriquer les armes des dieux de l'Olympe. Et enfin, le sanctuaire de Delphes, c'est le lieu où la Pythie, elle rend ses oracles sous l'emprise du gaz neurotoxique qui provient d'une faille géologique. Donc toutes ces histoires, ce sont des géomythes. Mais d'où elle vient cette expression de géomythe, de géomythologie? Alors, pour comprendre ce qui se cache derrière, étudions l'étymologie de ce mot. On a gier pour la terre, mythos pour la parole, les mots ou les histoires, et logia pour la science ou l'étude, voire logos pour le discours. Ce qui nous donne la géomythologie, la science des histoires qui parlent de la terre, ou bien, selon la définition du dictionnaire des sciences de la terre, il s'agit de la recherche, au travers des mythes, des légendes et du folklore, d'événements géologiques réels qui les auraient inspirés, ou du contexte géologique qui a présidé à la naissance de ces mythes. Donc la géomythologie, c'est l'étude des traditions orales et écrites qui sont créées par des cultures pré-scientifiques pour expliquer les phénomènes géologiques tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les inondations, la formation de terrain, les fossiles et les caractéristiques naturelles du paysage. Ce terme, il a été inventé en 1968 par une femme qui s'appelle Dorothy Vitaliano. Alors Dorothy Vitaliano, c'est une géologue de l'université de l'Indiana. Elle est aussi traductrice pour l'agence de surveillance géologique aux États-Unis. Elle a écrit l'ouvrage Impact of Geology Events on History and Legend with Special Reference to Atlantis. Atlantis, ça vous dit rien? Mais oui, c'est bien de l'Atlantide dont il s'agit, qui est l'un des plus connus, des plus populaires et voire même controversés des géomythes. Mais je vous en parle un tout petit peu plus loin. Alors Dorothy Vitaliano, elle est à l'origine de nombreux articles sur le sujet, dont le fantastique Legend of the Earth, qui est un petit peu mon livre de chevet. Alors elle nous décrit, je cite, « Les mythes et la géologie sont liés de plusieurs façons. Certains mythes sont le résultat de tentatives de l'homme pour expliquer les caractéristiques remarquables de son environnement, comme les reliefs frappants, les petites caractéristiques inhabituelles, alors que d'autres tentent de rendre compte des processus naturels remarquables, tels que les tremblements de terre, les phénomènes volcaniques et les inondations. » Donc on découvre qu'il y a deux catégories de géomythes. D'un côté, on aurait donc les mythes qui expliquent les caractéristiques géologiques, et de l'autre, les mythes qui décrivent des événements géologiques. Mais avant d'en parler un peu plus avant, on peut essayer déjà de commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter des histoires, et surtout pourquoi on a besoin de raconter des histoires de cailloux. Pour mieux comprendre ce besoin de raconter des histoires, je vais vous prendre deux exemples. Alors c'est pas des légendes parce que les exemples sont très anciens, mais c'est plutôt des représentations pour vous donner une idée de ce que pouvait être l'état d'esprit des peuples qui ont été confrontés à des catastrophes géologiques. Premier exemple, c'est sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche où il se trouve une grotte ornée, la fameuse grotte Chauvet, qui est datée du Paléolithique, donc il y a 36 000 ans. La grotte est folle, tant les gravures et les peintures sont nombreuses et bien conservées, mais il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Il y a une gerbe de gravure qui est au-dessus d'un renne, là ce qu'on voit juste ici, et un ensemble de gerbes colorées qui est réalisé avec de l'ocre qui est appliqué au doigt. Alors les équipes de scientifiques qui ont réalisé les recherches dans la grotte ont émis l'hypothèse que ces deux éléments ils pourraient évoquer ou ils pourraient représenter une éruption. Alors, il se trouve que la région du Bas-Vivarais, à l'extrême sud du Massif central, a effectivement connu une forte activité volcanique de type strombolienne il y a 40-30 000 ans, et dont les traces se retrouvent à seulement 35 km de la grotte. Donc les hommes qui vivaient dans la région ont vraisemblablement assisté à une ou plusieurs de ces éruptions, et qu'ils aient observé, voire été victimes de ces grandes gerbes incandescentes rejetées haut dans le ciel, telles des fontaines de lave typiques des éruptions stromboliennes. Mon autre exemple, c'est le site de Çatalhöyük,
en Turquie, qui est l'un des sites néolithiques les plus grands et les mieux conservés au monde. Les fouilles qui ont été réalisées sur le site ont mis à jour une peinture murale qui représente la cité telle qu'elle aurait existé autour de 7000 avant Jésus-Christ, et aussi le mont Hassan Dag avec ses 2 pics caractéristiques. Si on regarde bien, on peut noter des détails qui évoquent l'émission de lave et de fumée au sommet du pic le plus élevé. Alors selon les échantillons analysés sur le site, on a bien une éruption qui est survenue il y a 8900 ans et qui coïncide étroitement avec l'époque à laquelle la peinture murale a été créée. Il est donc probable que le volcan et sa violente éruption aient pu être importants pour les habitants de Çatalhöyük, comme en témoignent les artefacts en obsidienne qui ont été retrouvés à proximité du site. Avec ces 2 exemples, mettez-vous un instant à la place des hommes du paléolithique ardéchois ou des hommes du néolithique turc. Imaginez, vous voyez le cataclysme se produire, vous voyez votre environnement être détruit, vous voyez peut-être votre peuple ou votre village disparaître. Si par miracle vous arrivez à fuir, est-ce que vous n'auriez pas envie de raconter vous aussi ce qui s'est passé ? Alors, les raisons pour avoir envie de raconter un événement catastrophique, elles sont nombreuses. C'est même parfois un besoin réel et fort. On peut avoir envie de raconter une vérité pour fixer un souvenir. On peut avoir envie de raconter une histoire pour donner une raison au fait qu'on s'en soit sorti et pas d'autre. Juste pour évacuer la peur ou essayer de se construire une explication qui trouve un petit peu un sens avec les connaissances dont on dispose afin de continuer à vivre et de se reconstruire. On peut aussi y trouver des moyens mnémotechniques pour se rappeler la chronologie des événements et permettre de se souvenir des astuces qui ont permis de s'en sortir. On peut aussi avoir envie de se créer des personnages ou des héros, des divinités qui nous guident, qui nous servent d'exemple et qui nous donnent aussi des codes pour survivre et vivre ainsi en société. Raconter des histoires, ça peut aussi servir à nous donner de l'importance face aux autres, en racontant une histoire incroyable par exemple, ou même pour divertir une assemblée et échapper à un quotidien qui peut être morne ou triste. Voilà pourquoi nous avons besoin de raconter des histoires. Et voilà pourquoi les chercheurs pensent que certaines histoires peuvent être nées de vraies situations. Les légendes seraient donc des vraies histoires qui se seraient réellement déroulées et dont la mémoire aurait perduré pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Cette théorie, elle a émergé il y a fort longtemps, notamment avec un homme, Évémère. Évémère, c'est un philosophe sicilien qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ. Lui, il soutenait que les mythes sur les divinités et leurs activités étaient des récits poétiques de personnes et d'événements réels. Son approche, elle est appelée évémérisme. Elle exprime la théorie selon laquelle les dieux seraient des personnages réels dont les peuples auraient divinisé le souvenir par admiration ou par crainte, leur légende étant progressivement embellie jusqu'à devenir une sorte de symbole. Alors, Évémère, il a écrit un ouvrage dans lequel il évoque cette théorie. Ce livre, c'est L'écriture sacrée, ou Histoire sacrée, Hiera anagraphée. C'est un roman qui raconte son voyage fantastique dans une île nommée Panché, où il aurait trouvé une colonne d'or sur laquelle auraient été racontées des actions de divers hommes portant étrangement les mêmes noms que des dieux grecs. Ainsi, Zeus aurait été un souverain sage et bienfaisant, Aphrodite une courtisane du roi de Chypre et Athéna une reine guerrière. Alors selon lui, cette colonne serait la preuve que les dieux grecs auraient vraiment existé sous une forme humaine et qu'on aurait divinisé leur vie et leurs histoires. Cette théorie, elle est tombée à point nommé chez les esprits cultivés de l'Antiquité. Eux, ils pouvaient plus se satisfaire des mythes parce qu'on était en pleine émergence de la pensée scientifique. En effet, à cette époque, les intellectuels, ils sont plutôt à dénigrer les mythes. Hérodote, lui, il parle des mythes comme des histoires fausses et très stupides, hein, même s'il admet qu'il y a certaines légendes qui ont le mérite de présenter des détails réels. Thucyclide, lui, il dénonce aussi toute tradition orale parce que selon lui, elle fait appel à la mémoire de l'homme, qui est incapable de transmettre exactement une histoire sans en oublier des détails ou sans en rajouter quelques-uns par-ci par-là. Donc pour lui, il n'est pas possible de faire confiance aux mythes pour trouver une vérité. Palaephatus, lui, il déclare que certaines personnes qui ont aucune connaissance philosophique ou scientifique sont trop crédules et croient tout ce qu'il aurait dit. Il en rajoute aussi une couche en disant que les autres, qui sont de nature plus subtile et plus curieuse, refusent de croire que ces histoires fantasmées se soient produites un jour. Mais selon sa propre conviction, il y aurait peut-être un juste milieu entre ces deux visions. Alors, du coup, les érudits de cette époque, ils se sont intéressés plutôt à expliquer les mythes et à les rationaliser, en supprimant les détails surnaturels et impossibles, pour justement révéler un noyau de faits, si possible, scientifiques. Un autre philosophe de l'Antiquité, Platon, lui, a commencé à poser des bases scientifiques en interprétant de façon scientifique ce qui se passe sous nos pieds à l'intérieur de la Terre. Par exemple, pour lui, il existe des fleuves d'eau chaude et d'eau froide qui parcourent l'intérieur de la Terre. Il va même plus loin en proposant l'hypothèse qu'un vaste fleuve de feu central, le Phlégeton, alimentait tous les volcans de la Terre. Donc, pour cette théorie, il se base sur ses observations scientifiques faites aux champs phlegréens, qui sont non loin de Naples, qu'il a pu observer, et qui, dans les légendes, avaient été associés au sang des géants ensevelis. Donc il y avait déjà cette notion de fluide et d'observation de circulation des coulées. Mais déjà, là, on entre dans la science.
La science qui a justement longtemps décrié les mythes et les légendes comme moyen d'expliquer et de transmettre une partie ou au moins une sorte de vérité. En effet, comme le précise William Haviland, le mythe a été considéré comme une science culturelle qui vérifie pas la vérité au moyen d'expériences. Il y a donc une distinction entre les détenteurs de savoir traditionnels qui croient que les mythes et les légendes sont historiquement vrais d'un côté, et les scientifiques qui supposent qu'ils ne représentent pas d'événements historiques factuels de l'autre. Et ça fait pas si longtemps que la science s'est de nouveau penchée sur les mythes comme moyen de faire avancer la recherche. En effet, pour certaines recherches scientifiques, la façon dont les populations perçoivent les manifestations géologiques et commencent à les interpréter s'est révélée utile pour la compréhension globale de phénomènes, d'objets ou d'événements géologiques. Et justement, dans la poursuite des travaux de Dorothy Vitaliano, il y a une autre scientifique qui s'appelle Adrienne Mayor, historienne des sciences et technologies de l'Antiquité et folkloriste américaine, qui s'est penchée sur les mythes et les légendes qui sont liés aux fossiles. Elle a notamment publié 2 ouvrages, Fossil Legends of the First American et The First Fossil Hunters, 2 livres que j'ai pu trouver à la bibliothèque de la SGF. Elle explique, je cite, que la géomythologie désigne tous les cas dans lesquels l'origine des mythes et des légendes peut contenir des références à des phénomènes et aspects géologiques au sens large. Elle confirme elle aussi, je cite, que la géomythologie, elle désigne tous les cas dans lesquels l'origine des mythes et des légendes peut contenir des références à des phénomènes ou des aspects géologiques au sens large. Et elle va plus loin dans l'explication de l'existence de 2 types de folklore géologique. Celui dans lequel il y a une caractéristique géologique qui correspond à un événement géologique ancien et terminé, qui inspire une explication folklorique. Et celui qui est l'observation d'un événement géologique réel et observé, généralement une catastrophe naturelle, qui est donc un événement géologique soudain ou avec une évolution rapide, et dont la description conduit à une interprétation accompagnée de détails surnaturels. On pourrait donc effectuer la classification suivante, des événements géologiques anciens qui peuvent donner des mythes. En effet, les gens ont toujours eu tendance à inventer des histoires pour rendre compte des formes de relief saisissantes. Il doit y avoir des milliers d'exemples de ces récits, mais s'il existe une ressemblance entre la légende et l'événement ou le processus géologique réel qui a façonné le relief auquel la légende est associée, c'est hélas juste une coïncidence. Pour ce qui est des événements géologiques soudains, ce sont le plus souvent des événements catastrophiques tels que les tremblements de terre, des éruptions, des tsunamis, des glissements de terrain, des inondations, qui font grande impression sur ceux qui les vivent, surtout si les peuples sont primitifs et superstitieux. Donc il n'est pas surprenant qu'à mesure que les récits de ces expériences sont transmises au fil des ans, des contes finissent par émerger comme des histoires surnaturelles dans lesquelles l'incident original est bien réel mais a donné lieu à des interprétations. Adrienne Mayor, elle ajoute que les traditions orales concernant la nature sont souvent exprimées dans un langage mythologique, mais peuvent contenir des connaissances naturelles authentiques et perspicaces, qui sont basées sur une observation attentive et précise des preuves physiques au fil des générations. Pour terminer cette partie théorique, je citerai enfin l'ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent à la géomythologie. Je veux parler de Myth and Geology. Donc ce volume, il a été publié après la session Mythes et Géologie qui s'est tenue en août 2004 lors du 32e Congrès international de géologie de Florence en Italie. L'ouvrage, il regroupe la plupart des travaux, interventions et documents qui ont été présentés lors de cette session et il reste à ce jour ma principale source de documentation. Et je ne peux pas ne pas vous présenter les 2 scientifiques qui sont à l'origine de la publication de cet ouvrage, afin de vous donner vraiment tous les noms principaux de la géomythologie. Il s'agit de Bruce Mass et Luigi Picardi. Bruce Mass, il est archéologue environnemental au laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis, et il dit, je cite, « Ces dernières années, les géologues ont pris conscience que certaines légendes et certains mythes sont basés sur des phénomènes naturels et que, grâce à une approche multidisciplinaire, il est possible d'identifier des événements géologiques passés dans ces récits. » Luigi Picardi, lui, il est géologue à l'Institut des géosciences et géoressources de Pise en Italie, et il a une autre citation. Les mythes sont en grande partie basés sur des événements, en ce sens qu'ils sont déclenchés par un événement ou une combinaison d'événements qui ont un impact catastrophique sur la société. Il précise que les mythes, ils fournissent une fenêtre sur ces événements, qui peuvent être récupérés et même datés. Donc aujourd'hui, la recherche sur la géomythologie, elle se contente sur un centre de recherche qui est le CREA à Nantes, Rennes ou Le Mans, et qui poursuit les études sur le sujet. Bon, allez, on a beaucoup parlé de la théorie, maintenant place à quelques exemples. On commence par Héphaïstos, qui est le dieu grec du feu, fils de Zeus et de Héra. Il est à l'origine du feu souterrain. C'est le maître des arts de la forge et du travail des métaux. Et il a installé sa forge sous le volcan de l'Etna. Nombreux sont les érudits qui ont laissé des écrits sur leur interprétation des phénomènes et événements de l'Etna. Pline l'Ancien parlait de cette colline qui vomit des flammes dans la nuit. Ou encore le recueil de textes Les Belles Lettres. Ici, de vastes ouvertures plongeant dans les profondeurs du sol inspirent la frayeur.
Là, ce sont d'étroits orifices pénétrant bien loin au sein de la Terre. D'ailleurs, des roches compactes se dressent devant vous. C'est une confusion immense par toute la montagne. La montagne vomit en tourbillons des nuages de sable calciné. Des masses brûlantes se déversent vivement, et du fond de l'abîme s'échappent en tournoyant les bases mêmes du mont. Tantôt éclate partout l'Etna en un fracas violent, tantôt s'en échappent des flammes pâlissantes, mêlées de débris noirâtres. Ne trouvez-vous pas que toutes ces caractéristiques évoquent un atelier de forge? Avec son foyer rougeoyant, les vapeurs, les étincelles, la chaleur, les scories incandescentes, les métaux fondus. Si Héphaïstos a installé sa forge sous l'Etna, le principal site grec qui lui est dédié est installé sur l'île Vulcano, la première des îles éoliennes. Le poète Virgile décrivait: sous ces rochers s'étendent des cavernes et tonnes minées par les fournaises des Cyclopes, des antres pareils à ceux de l'Etna. De là, les pesants marteaux tombant sur les enclumes renvoient de lointains gémissements. Dans ces cavernes, l'acier étincelle en sifflant. La flamme halète dans ces fournaises rugissantes. C'est la demeure de Vulcain et l'île s'appelle la terre de Vulcain. C'est là que le dieu du feu descendit du haut de l'Olympe. Le volcan Vulcano, c'est un stratovolcan. Ces éruptions, elles ont servi à définir le volcanisme vulcanien. Il se caractérise par l'émission d'une lave relativement fluide qui forme des coulées de faible ampleur. Et ces explosions modérées forment un panache volcanique qui s'accompagne de retombées de lapilli et de bombes volcaniques. Ces éléments, on les retrouve décrits dans les textes anciens. Alors passons à un autre géomythe, celui des Cyclopes. Les légendes, elles sont nombreuses, tant les géants sont nombreux dans la mythologie. On a en tête le géant Polyphème qui fut trompé par Ulysse, qui essaya de bloquer la fuite d'Ulysse et ses compagnons en arrachant le sommet d'une montagne et en le lançant vers les navires d'Ulysse, formant ainsi les Pharagliones des îles Lipari, ou alors celles de l'Etna. Ou encore, on a sur l'île isolée des Cyclopes, non loin de Catane, des dikes qui sont autant de cyclopes qui veillent sur le rivage. Mais celle dont je vais vous parler, c'est celle de la bataille de la Gigantomachie entre les géants et les dieux de l'Olympe. Alors, pendant cette bataille, on a plusieurs événements. On a Mimas qui est enseveli par Héphaïstos sous une masse de métal en fusion, qui est le Vésuve, dont il restera prisonnier. On a Polybotès qui est enseveli par Poséidon, qui l'écrase avec un morceau de l'île de Kos, qui deviendra une nouvelle île, Nissyros. On a aussi Pallas qui est tué par Athéna, qui l'ensevelit sous un rocher. On a aussi le sang des autres géants vaincus qui coule sous les champs flégréens. Et on a enfin le géant Encelade, qui lui choisit de déserter le champ de bataille, mais Zeus le rattrape et l'écrase en lui projetant l'île de la Sicile, sous laquelle il reste emprisonné. Il est dit que son haleine de feu sort de l'Etna et que les tremblements de terre qui sont ressentis sur l'île sont appelés les frappes d'Encelade. Le poète Virgile, encore lui, dira que les séismes sont ses soubresauts et que les grondements de sa voix plaintive et imposante et sa respiration brûlante et enflammée sont les éruptions. Détail amusant au sujet d'Encelade, il est présent dans les jardins du Louvre, il y a une fontaine qui lui est dédiée et les roches de la fontaine sont des pierres volcaniques, comme on peut le voir sur le détail juste ici. Au-delà de l'interprétation des luttes et des combats, on a l'apparence des cyclopes qui a été inspirée par la découverte de squelettes d'éléphants nains du Pléistocène dans cette région. C'est des sortes de petits mammouths dont le crâne peut évoquer l'œil unique des cyclopes. Ou encore, les os de leur squelette peuvent ressembler à celui des hommes. Et une fois qu'on les réarrange, ça peut donner aussi l'impression des vestiges de squelettes d'hommes de grande taille, comme les cyclopes ou les géants. Un autre géomythe, cette fois tectonique, les murs de Jéricho. Alors la bataille de Jéricho, c'est un événement qui est lié à la conquête du pays de Canaan, qui est relaté dans le livre de Josué. Alors dans ce livre, il est raconté que le peuple d'Israël fit sonner ses trompettes sous l'enceinte de la ville de Jéricho, dont l'accès leur était interdit, et ce son fit tomber les murs de la ville. Alors l'emplacement du site où les événements se sont produits et les détails qui sont écrits dans le texte ont permis d'identifier dans ce récit un puissant séisme qui a provoqué l'effondrement presque vertical des rives du fleuve à l'endroit où il est traversé par la faille majeure de Jordan Valley. Le phénomène s'est d'ailleurs reproduit lors du tremblement de terre de 1546, lorsque les eaux du fleuve Jourdain ont été barrées puis coupées pendant 2 jours. On a aussi des exemples récents lors des tremblements de terre de 1906 et 1927. Revenons maintenant au volcan avec la légende de la déesse Pelée dans l'archipel d'Hawaï. Alors la saga elle raconte la quête de Pelée pour trouver un foyer, et surtout son parcours à travers l'archipel depuis son extrémité ouest, avec tout d'abord l'île de Kauai, Oahu, Moanalu, Molokai, Maui, jusqu'à l'île principale à l'est, Hawaï, et son installation finale sur le Kilauea. Alors pendant son périple, elle ne cesse de mener des combats contre les différentes divinités qui la côtoient, comme Makakanalawa, la déesse de la pluie, Ukiukiu, le dieu des Alizés, mais surtout sa sœur Namaka, qui est la déesse de l'océan, et sa grande rivale. La légende, elle décrit les combats qui font trembler la terre, ouvrent des crevasses dans le sol, soulèvent les terrains, déversent des nuages de cendres et de gaz toxiques, élèvent des colonnes de magma, font bouillonner la lave.
Et dans les récits, on a l'omniprésence de l'eau sous toutes ses formes qui combat le feu. Notamment Namaka, sa sœur, qui déverse des vagues et des tsunamis sur la lave des foyers allumés par Pelé, qui finit par changer d'île et essaye de trouver d'autres lieux de vie. Mais ces combats, ils se font pas sans douleur, et on retrouve dans tout l'archipel des objets géologiques qui sont témoins de la violence de ces affrontements, comme les os de Pelé, qu'on en trouve à Kaiwi au Pelé, ou encore les larmes et les cheveux de Pelé, qui se forment lorsque la lave est étirée par le vent en fins filaments, ou en gouttelettes de verre volcanique, ou encore des limus au Pelé, qui font porter des pétales de fleurs de sa couronne de fleurs, qui sont des fragments de bulles de lave qui ont piégé de l'eau. Alors ces objets géologiques sont attribués à deux types d'éruptions, les éruptions phréato-magmatiques, où la lave rencontre de l'eau avec une expression violente de l'éruption, ou bien associés à des éruptions effusives avec des épanchements de lave très fluides qui forment des rivières de lave qui évoquent sa longue chevelure de feu. Hawaï, c'est un volcanisme de point chaud, avec la création donc d'îles volcaniques au fur et à mesure que la plaque tectonique se déplace au-dessus du point chaud. Et on retrouve cette idée de mouvement et de déplacement avec également des notions de chronologie et l'observation de caractéristiques d'érosion sur les édifices anciens et éteints jusqu'à l'activité plus récente et actuelle de la dernière île qui s'est formée. Partons maintenant en Amérique du Nord où on retrouve la légende du cratère Lake. Alors, selon une légende de la tribu amérindienne des Kalamates, le cratère Lake, il serait né de l'affrontement de Liao, l'esprit du monde d'en bas, qui vit sous le mont Mazama, et de Skel, qui est l'esprit du monde d'en haut, qui est descendu du ciel sur les pentes du mont Shasta. Alors, Liao, il monte souvent au sommet de la montagne et passe la tête par le trou du cratère pour voir le monde extérieur. Un jour, il voit la fille du chef indien Klamat, il en tombe amoureux, mais la jeune fille refuse ses avances et vexée d'être rejetée, il invoque la malédiction du feu pour détruire le peuple Klamat. Le chef indien demande alors l'aide de Skel qui descend du ciel. Les deux esprits s'affrontent, lancent des roches incandescentes entre les deux montagnes, ils font trembler et tonner la terre, ils provoquent de grands glissements de terrain, et la légende fait également mention d'une obscurité qui s'est étendue sur la région pendant des jours, donc une sorte d'hiver volcanique. Enfin, Skel est réussi à vaincre Liao, et il l'entraîne profondément dans le monde extérieur, et il fait même s'effondrer le sommet du mont Mazama pour emprisonner Liao pour toujours. Skel voulait aussi que la paix et la tranquillité recouvrent cette fosse sombre, alors il l'a remplie d'une belle eau bleue. Pour ce qui est de l'aspect géologique, l'édification du mont Mazama, elle a commencé il y a 420 000 ans. Il s'agit d'un stratovolcan qui fait partie de l'arc volcanique des Cascades, issu de la zone de succion de Cascadia. Et il y a 7500 ans, une formidable éruption entraîne la formation d'un panache, des émissions de cendres volcaniques, la fracturation du cratère, des nuées ardentes, la projection de blocs, une émission de magma, et enfin l'effondrement d'une caldeira qui se remplira d'eau, formant un lac, le cratère Lake. Donc on voit ici que la légende elle est très très proche des observations géologiques réelles. Je vous propose maintenant une légende plus locale, en France, avec la légende des pénitents d'Aimé, qui est bien connue de la réserve géologique de Digne-les-Bains. Vers l'an 800, en pleine période des croisades, le comte Rimbaud, victorieux des Sarrasins, rapporte 7 des plus belles femmes afin de les conduire dans son château pour pouvoir en abuser. Menacé d'excommunication pour ce comportement, le comte se résolut à relâcher les prisonnières et à les livrer à un monastère près d'Arles. À l'occasion de ce transfert, les moines de la montagne de Lure sont chargés de former une longue haie pour protéger les belles infidèles jusqu'à la Durance où un bateau les attend. Les moines portent des capuchons qui sont rabattus sur le visage afin de ne pas succomber au désir. Mais la légende dit que le diable y fit souffler le Mistral et que les capuchons se soulevèrent au passage des belles sarrasines, offrant l'occasion aux moines d'admirer les jeunes femmes. Le châtiment fut immédiat, le tonnerre frappa les religieux et les pétrifia, les transformant en un long cortège figé pour toujours dans la roche. Alors, ce qui concerne la géologie, on a ici une falaise qui est constituée d'un alignement de piliers coniques qui est taillé par l'érosion dans une épaisse couche de conglomérats, enfin précisément des poudingues, qui sont indurées. Donc on a aussi ici la notion de pétrification et d'induration d'une roche, les étapes de la diagenèse. Enfin, la légende que vous attendez peut-être tous depuis que j'ai commencé cette mini-conf, la légende de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est une île-continent mythique, une cité idéale qui aurait abrité un peuple vertueux et juste, les Atlantes, gouvernés avec sagesse et modération, jusqu'au jour où, corrompus par l'orgueil de dominer, ils abandonnent leurs mœurs paisibles et partent à la conquête de l'Europe et de l'Asie. Alors selon le récit de Platon, les Atlantes y sont arrêtés par une armée qui est formée de combattants athéniens et des dieux, qui, pour les punir de cette démesure, déclenche un cataclysme qui engloutit la cité sous les eaux. Cette histoire, elle est développée dans deux récits, le Timée puis le Critias, et elle est présentée comme une histoire vraie par Platon, histoire qui sera confirmée par Socrate, ce qui sème le doute quant à la vérité qui se cache derrière la légende. Pour ce qui est de la localisation et de la géologie, alors les sources se confrontent. Il y a Platon qui situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, du côté du détroit de Gibraltar.
Pour Gibraltar, la légende de l'Atlantide elle aurait un lien avec la crise messinienne et l'assèchement de la Méditerranée lors de la fermeture du détroit de Gibraltar. Mais surtout un lien avec la remise en eau rapide de la Méditerranée qui aurait eu un effet dévastateur, comme en témoigne l'érosion des sols à l'est du détroit. Mais les récents travaux des archéologues et des géologues situent plutôt l'Atlantide à Santorin, dans la mer Égée. Et là, la disparition de l'Atlantide serait plutôt en lien avec une formidable succession d'explosions volcaniques qui sont survenues sur l'île de Santorin en 1620 avant Jésus-Christ et qui a ouvert un énorme cratère au centre de l'île, entraînant le plus grand cataclysme volcanique de ces 3 derniers millénaires, avec un raz-de-marée colossal créé par l'entrée des nuées ardentes dans l'océan qui ont balayé la côte et recouvert Santorin de 30 mètres de pierre ponce. Mais alors pourquoi je vous parle de la géomythologie depuis tout à l'heure? Alors car cette science, elle peut se mettre au service de vos territoires, de vos structures, de vos supports, vos actions et vos événements. Vous pouvez organiser des balades géomythologiques. En effet, ces balades, elles permettent de relier la culture et la géologie. Elles permettent aussi de diversifier votre offre touristique sur votre territoire, d'ancrer des objets logiques à la fois dans le paysage, dans le temps et aussi dans un imaginaire populaire. Elles permettent aussi d'aborder d'autres thématiques comme l'implantation des populations, l'utilisation de ressources naturelles, l'architecture, l'agriculture, le maraîchage, l'histoire, l'art, enfin plein de thématiques. Alors moi j'en propose 3. J'ai une balade dans le Vexin français qui reprend l'histoire de Gargantua et qui la rapproche des peuples qu'ont découvert les crânes d'éléphants du Quaternaire dont je vous ai parlé juste avant, qui ont donné naissance au mythe des cyclopes, ou les peuples qui ont découvert des squelettes de mammouth et qui ont vu la ressemblance avec les os humains et en ont déduit l'existence des géants. J'ai une autre balade sur le territoire du Beaujolais avec 2 contes créés là de toutes pièces, donc j'ai créé les contes. L'un retrace toute l'histoire géologique du Beaujolais et permet de citer et de mettre en valeur l'ensemble des géosites valorisés par le Géoparc du Beaujolais. Et un autre conte qui, lui, retrace l'histoire des glaciers du Beaujolais et permet de vulgariser les découvertes scientifiques faites sur les roches de la Tour Bourdon. J'ai eu connaissance d'autres événements qui ont été aussi proposés, comme une balade dans la géologie de Digne ayant inspiré les contes provençaux, qui a été programmée lors des dernières journées nationales de la géologie. Vous pouvez également organiser des conférences. Les conférences, elles permettent de mettre la science en culture, comme dirait Jean-Marc Lévy-Leblond, de démocratiser la science par le récit, comme dirait Étienne Klein, de lutter contre la perte de familiarité du public vis-à-vis des sciences et des techniques, comme dirait Stéphane Foucard, de confronter le public avec des aspects scientifiques et techniques omniprésents de son environnement, d'insuffler ou réinsuffler de l'intérêt pour les sciences, ou de décomplexifier des sujets actuels. J'ai quelques exemples de conférences, comme celle qui a été proposée par Éric Buffetot sur les fossiles et croyances populaires, dont j'ai le livre ici, hop, dédicacé même. Celle de Loredana Lancini, que je connais bien, sur la géomythologie quand la réalité se transforme en mythe, ou encore celle de Frédéric Leblay sur le déluge, peur apocalyptique et la géomythologie. Vous pouvez également vous servir des livres qui évoquent les légendes et les contes géologiques. Alors les livres et les histoires, ils permettent plein de choses, de développer le langage et le vocabulaire, de stimuler l'imagination, la construction des images intérieures, d'éveiller à de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux sujets de réflexion. Ils permettent de développer la pensée, d'apporter de nouveaux concepts, de nouvelles idées, apporter des connaissances aussi d'autres pays, d'autres modes de vie. Ça développe aussi la capacité d'empathie et de se mettre à la place des autres, de comprendre ce qu'ils ressentent. Il faut réfléchir sur ce qui est bon ou mauvais, ils donnent des explications aux choses, ils aident à comprendre comment ça fonctionne, et montrent qu'il n'y a pas toujours une seule réponse, qu'il existe d'autres points de vue. Elles aident à se comprendre soi-même, renforcent la confiance en soi, elles aident à comprendre les autres, elles transmettent une partie de l'héritage culturel, elles sont les témoins d'expériences partagées, de références communes, elles sont un lien entre les générations. Donc là j'en ai quelques-uns, les feux de la terre, les histoires de volcans, de Kraft. On a aussi les volcans auvergnats, on a aussi les mémoires volcaniques qui est très beau. Vous pouvez proposer aussi des podcasts et des vidéos comme celle d'Entracte Science sur les dinosaures qui ont inspiré les dragons, ou celle de l'émission sur les épaules de Darwin qu'on ne présente plus, avec une émission sur la feuille de Cascadia, et aussi une sur le mythe sérieux tsunami de 1700 au Japon. Mais vous pourrez aussi retrouver cette mini-conf par exemple. Je vous laisserai sur un petit focus sur mon activité en tant que géomytho-humano. Donc moi je suis créatrice de contenu vidéo sur la chaîne Géomytho-Humano, avec à ce jour 17 légendes, 8 contes, 2 vidéos de tourisme géomythologique que vous pourrez retrouver en ligne sur ma chaîne. Je fais aussi 3 balades géomythologiques et j'ai un projet d'heure du conte géologique qui pourrait se faire en médiathèque ou en centre nature. Et aujourd'hui je suis conférencière pour les mini-confs de la section Géol de la SGF. Donc si vous voulez développer les aspects liés à la géomythologie, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour la mise en place de vos projets. Afin de clore cette présentation sur la science qu'est la géomythologie, je vous laisserai sur ces quelques mots de Dorothy Vitaliano qui parle de l'importance de passer par les légendes pour expliquer la science. Je cite:
En ces temps où les effets de la manipulation de l'homme sur son environnement naturel se ressentent dans des proportions critiques, il est crucial que chacun, du simple passant aux politiciens qui font les lois et prennent les décisions politiques affectant l'environnement, se familiarise avec les phénomènes physiques et les processus biologiques à l'œuvre dans la création, le maintien et la modification de cet environnement. Mais tant que les scientifiques continueront de parler dans un jargon compréhensible uniquement par les autres spécialistes, le fossé entre la science et les humanités continuera d'exister et de s'élargir. Comme beaucoup d'autres, je crois fermement qu'il est de notre devoir, en tant que scientifiques, d'expliquer nos sujets en des termes que les non-scientifiques peuvent comprendre. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour la prochaine mini-conf. Et si vous en voulez encore, voici une petite touche d'humour, peut-être discutable, avec un dessin de Garrett Price paru dans le New Yorker Magazine.